Je suis né à quelques encablures. Issy-sur-Eure, c'est juste à la frontière entre l'Eure et l'Eure-et-Loir, et donc voilà. Et toute mon enfance s'est passée là, effectivement. Une enfance très heureuse. J'étais complètement bègue. Complètement bègue, et je me suis retrouvé au collège qui s'appelait l'école des frères des écoles chrétiennes à Dreux. Et comme tous les autres élèves se moquaient de moi de façon épouvantable, le frère qui nous enseignait m'a dit, ben voilà, puisque tu ne peux pas parler, non, puisque tu ne peux pas parler, quand tu auras des choses à dire, tu écriras sur une ardoise et tu mettras ton ardoise au-dessus de ta tête. La photographie, pour moi, ça a été une façon de survivre, une façon de communiquer avec les autres alors que la parole n'était plus possible. J'avais un oncle qui était horloger aussi à Artemar dans l'Ain et qui vendait des appareils photo, qui tenait les pellicules. Il n'y avait pas de photographe dans le village, et donc c'était lui qui... Et d'un seul coup, il y a mon père qui lui a commandé un Foca standard, que j'ai commencé à photographier avec un angle un peu large. Et ça, j'ai toujours gardé, jusqu'à maintenant, cette envie de voir un peu large. Je photographiais à la fois des images qui étaient des paysages graphiques, des roseaux pris dans la glace, des histoires de cet ordre et tout, et puis des arbres, beaucoup, des arbres, et puis dans les bistrots, tous les petits vieux qui venaient boire un coup, voilà, et ça c'était très intéressant. J'ai commencé à faire des reproductions d'œuvres d'art sur l'Europe entière. J'ai fait des livres sur la Renaissance italienne, sur voilà. Et à la fois c'était des voyages très intéressants, passionnants. Et à la fois c'est comme si je me suis fait mon école du Louvre, mon école de l'œil. Parce que quand on passe devant une toile et qu'on y reste dans un musée 40 secondes, on a l'impression qu'on la connaît bien. Quand on passe dans un musée parce qu'il faut faire un éclairage et autres, et qu'on y passe 2 heures, ben on la connaît comme pas un seul visiteur ne la connaît. Voilà, et donc je me suis fait mon école du Louvre. Voilà, puis après j'ai commencé à travailler pour d'autres éditeurs, pour Larousse, pour Hachette. Le prix Niepce, c'est comme j'habitais Paris, là, donc j'avais pris l'habitude, je n'avais plus de laboratoire, et je donnais tous mes travaux à faire à Pictorial Service, Picto. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je trouve un mot dans ma case où j'avais mes tirages qui arrivaient. Et le mot était signé de Pierre Gassman, qui était le directeur du labo, qui me dit « Je vois vos images passer depuis un certain temps, j'aimerais vous rencontrer ». Voilà, et Pierre Gassman me dit tout simplement « Je suis membre du jury du prix Niepce, je pense que si tu te présentes, tu as des chances ». Alors voilà, je me suis présenté. Il a passé plusieurs jours chez moi à sélectionner, à faire et c'est lui qui a fait les tirages. Voilà. Le jury se réunait chez Pierre Richac, je crois, et ils étaient tous en train de sortir. Et Pierre Gassman sort de ma voiture et va vers les membres du jury, puis il revient me voir, il me dit « C'est toi ». Voilà, alors ça je le dis avec émotion aussi, parce que j'ai été prix Niepce
avec le fait que la seule personne qui m'avait présenté, qui aurait pu voter pour moi, n'était pas là, donc il n'avait pas voté. Donc je ne pouvais pas avoir un meilleur score. Et donc quand j'ai eu le prix Niepce, qui était un prix qui donnait 5000 francs pour faire le reportage que l'on voulait, et puis Picto qui donnait 5000 francs de crédit pour les tirages, et puis l'agence RAFO qui donnait 5000 francs d'avance sur les droits de diffusion. Et moi j'ai choisi de passer le rideau de fer. Voilà, c'est parce que voilà, il fallait aller voir ce qui se passait. Et en plus de 10 ans et tout, j'ai pratiquement visité en 15 ans, 20 ans, toutes les républiques de l'Aix-sur-Sse. Je suis allé voir un jour sur le Littré qu'est-ce qui était marqué en face du mot reportage. Ouais. Et il est marqué en face du mot reportage, porté plus loin et ailleurs. Et là, je ne me rappelle plus exactement la fin de la phrase, mais c'est porté plus loin et ailleurs. Ouais. Ah oui, si, c'est très fort, parce que c'est porté plus loin et ailleurs ce qu'on attribue à la lumière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'image. J'ai pris rendez-vous après avec toutes les agences de pub, avec les responsables, avec les directeurs artistiques. Et je me suis comme ça créé très implicitement l'image du photographe qui était capable de faire de l'image de pub sans que ça sente la pub. Hein, pour être bref. J'ai fait comme ça des grandes campagnes, plusieurs pour Kodak. J'ai traversé le monde dans tous les sens pour Kodak, pour Volvo. Je suis allé photographier la voiture Volvo posée avec un hélicoptère sur un piton du Colorado. Un tas de trucs très drôles et puis qui me donnaient l'occasion. Moi, à chaque voyage publicitaire, je faisais la commande, bien entendu, mais je faisais 50 000 choses autour. Et ma photothèque est bourrée d'images qui ont été faites à l'occasion de ces voyages. Quand je suis face à quelqu'un que je ne connais pas, je suis en empathie avec lui pour le comprendre, pour essayer de communiquer avec lui. Et de communiquer souvent autrement qu'avec des mots, parce que je parle très peu l'anglais et je me suis baladé par le monde en communiquant. Encore une fois, je communique avec le regard. Le mien et celui des autres. Et c'est ce que je mets dans mes photos après. Quand je suis avec un paysage, je corresponds avec ce paysage, c'est de l'empathie aussi. C'est de l'empathie, c'est quelque part de me mettre à la place de l'autre. Mais c'est très très instinctif, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Tout est dans ce qu'on a dans la tête. Et c'est valable pour tous les spectateurs. Chaque spectateur ne voit dans l'image qu'il regarde, quelle que soit l'image, quel que soit le photographe, c'est pas spécial pour moi ça, hein, ne voit que ce qu'il a dans la tête.